Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais aussi vous parler de la newsletter que j'ai lancée. N'hésitez pas à vous inscrire juste en bas de la vidéo, vous allez recevoir les vidéos avant tout le monde, ça se trouve c'est le cas dans cette vidéo. Tous les bons plans, les astuces bien sûr, avant toute la communauté, c'est un peu un club VIP de ma communauté. Enfin, si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à passer par moi pour votre assurance santé. Juste en bas de la vidéo, vous avez 5%. Vous avez aussi des transferts gratuits, des devis gratuits pour le cercle des vacances si vous comptez partir en Australie et prendre votre billet d'avion. Merci à tous, à très bientôt et surtout bonne vidéo. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue dans mon nouveau studio, mon setup de rêve. Et non, il n'y a encore rien installé à part une bibliothèque totalement vide derrière. Salut Tom, j'espère que tu vas bien. Salut Damien, en pleine forme et toi? Ça va très bien. On commence la nouvelle année pour ces interviews qui intéressent énormément de PVTistes qui partent en Australie, en Nouvelle-Zélande, futurs voyageurs tour du monde qui passent par l'Océanie. Alors aujourd'hui, j'interviewe Tom qui a passé quasiment une année complète en Nouvelle-Zélande. Vous allez voir, il a énormément profité et voyagé et très peu travaillé. Il va vous expliquer comment il a réussi à développer une stratégie qui est vraiment très intéressante, hors antenne, qui m'a expliqué et vous pouvez la mettre en application très, très concrètement. Avant de parler directement de ton expérience, on voudrait en savoir un petit peu plus sur toi. Qu'est-ce que tu fais dans la vie et pourquoi tu es parti en Nouvelle-Zélande? Alors tout simplement, j'avais fini mes études. Juste après mes études, j'ai fait un petit CDD de 7 mois afin de gagner un peu d'argent. Et à la fin de mon CDD, je me suis dit que c'était l'occasion de découvrir du pays, une nouvelle culture. Et du coup, j'ai décidé de me lancer à l'aventure et partir en voyage. D'accord, tout simplement. Voilà, vous avez fini vos études, fin d'une rupture, fin d'un cycle. On a envie de voir autre chose. On fait un reset dans sa vie, on part en PVT et on se cherche professionnellement. Comme ça, on sait où on avance dans la vie. Alors, tu es arrivé en Nouvelle-Zélande donc il y a un an. Donc Tom, il est revenu il n'y a pas très longtemps. Son aventure est très fraîche. Tu es arrivé donc en novembre 2018, c'est bien ça? C'est ça. Donc oui, je suis arrivé en novembre 2008. Voilà. Et alors, tu es arrivé dans quelle ville à l'époque? Alors je suis arrivé sur l'île du Sud. Déjà, pour dire avant de partir, j'avais peur de partir seul et de me lancer dans l'aventure tout seul. Donc, j'ai posté une annonce sur Compagnon de voyage pour trouver une personne avec qui voyager. Et après des échanges avec une dizaine de personnes, j'ai réussi à trouver une personne qui avait les mêmes dates que moi, le même projet et la même vision du voyage. Et donc, on est parti ensemble et j'ai fait toute l'aventure avec cette personne-là. Ah oui, d'accord. Donc, comme quoi on peut rencontrer des gens sur Internet et on peut surtout aller au bout de l'aventure avec. Voilà, bon, après c'est très aléatoire les rencontres. Prenez le temps parce que quand on part en road trip, c'est du 24-24, c'est très spécial. Par moment, il faut vraiment bien s'entendre, hein. C'est pas, on vit pas dans un appart. Donc, Compagnon de voyage, notez-le, c'est un site de rencontre que je connaissais pas. Voilà, il y a les groupes Facebook, bien sûr, hein, vous pouvez aller voir sur les différents groupes. Il y a sûrement d'autres sites. Enfin voilà, c'est un excellent moyen. De toute façon, on n'est jamais seul en voyage, hein, quand on part au bout du monde. Alors, Christchurch, donc c'est situé dans la ville Nouvelle-Zélande du Sud. Tu arrivé donc en plein été, début de l'été, on va dire, quasiment en été. Comment tu as géré tes premiers jours en Nouvelle-Zélande? Quelle était ta stratégie? Alors déjà, avant de partir, on a hésité entre Auckland et Christchurch, entre l'île du Nord et l'île du Sud. Mais comme on voulait passer, entre guillemets, la belle saison sur l'île du Sud, on a choisi comme arrivée l'île du Sud. Donc, avant de partir, une semaine avant le départ, on s'est inscrit sur le site Helpix. Et par chance, 3 jours avant notre départ, une personne nous a contactés. Elle habitait à 2 heures au-dessus de Christchurch. Elle a demandé si on voulait aller chez elle en Helpix. Du coup, on a accepté. Elle est venue nous chercher à l'aéroport et elle nous a accueillis dès les premiers jours. Voilà, donc le Helpix, si vous ne connaissez pas, hein, c'est un site de volontariat entre les helpers qui proposent en fait leur mission, c'est-à-dire des gens qui ont une maison, un appart, qui recherchent justement des gens qui veulent faire du volontariat. Donc en fait, ça met en relation les helpers et les personnes qui veulent faire du volontariat. Et c'est un excellent moyen. Ça coûte que $20 pour 2 ans. Alors ça peut être un peu changé, mais en gros, c'est cette fourchette. Et c'est un excellent moyen de rencontrer des locaux, de parler anglais et surtout de s'imprégner de la culture en douceur, en commençant son aventure ou en faisant des pauses pendant son aventure pour avoir plus de confort, etc. Donc, l'expérience s'est bien passée en LPX? Extrêmement bien parce qu'à la base, on devait rester une seule semaine et finalement, en tout, on est resté 3 semaines, le temps de faire toutes les démarches administratives, que ce soit la banque, le forfait téléphone et aussi le temps qu'on trouve à acheter un van pour vraiment se lancer sur les routes. Donc la famille a bien accepté qu'on reste plus longtemps parce que on s'entendait bien avec elle et elle était contente de nous avoir aussi. Donc tout s'est extrêmement bien passé. Et tu devais faire quoi dans la mission, par exemple?
Alors, la famille où on était, c'était beaucoup de jardinage, de désherbage et un peu de travail d'intérieur. On a mis quelques serrures de porte. Et c'est des D'accord. choses que j'avais jamais faites avant dans ma vie, Ah, c'est mais marrant. que du coup, on a appris sur le tas et on a réussi à s'en sortir et faire ce que la famille souhaitait qu'on l'aide. C'est ça, il faut en Océanie, là dans la culture, on vous laisse votre chance. Alors bien sûr, ça a ses limites par moment. On peut pas non plus s'inventer voilà, des compétences qui sont trop avancées, mais disons qu'on sort de sa zone de confort, c'est aussi pour vivre ce genre d'activité où on pensait pas du tout, par exemple, changer des serrures de porte, qui est totalement improbable. Un truc, enfin, moi, en tout cas en France, je le ferais pas. Je sais pas pour vous, mais en tout cas, c'est pas mon métier. Donc voilà, on fait des choses des fois qui sont totalement insensées. Alors, mais c'est ça qui est intéressant. On peut aussi se découvrir une nouvelle passion, se dire finalement, j'ai envie d'être serrurier, j'adore les serrures. Non, mais c'est vrai. On est formaté à faire des études. Finalement, on se retrouve avec un bout de diplôme où on n'est pas forcément intéressé. Enfin, et du coup, bah, on fait des expériences qui, waouh. Donc voilà. Donc, ta famille t'a aidé pour tes démarches, on vous le rappelle, hein, c'est très simple. On fait sa demande d'IRD, voilà, donc il faut juste prouver. Alors, en Nouvelle-Zélande, il faut prouver son adresse, c'est ça? T'as une preuve avec l'IRD, tu Oui, il confirmes? fallait qu'on ait un domicile, une adresse en domicile en Nouvelle-Zélande pour ouvrir, faire toutes ces démarches. Et la personne chez qui on était en LPX a accepté qu'on utilise son adresse pour pouvoir s'enregistrer dans toutes les démarches administratives. D'accord. Donc en fait, quand tu fais ta demande d'IRD, est-ce que tu devais prouver l'adresse de la femme avec une facture notamment? Oui, Ou ouais, une facture téléphonique qu'on avait pris pour prouver qu'on domiciliait à cette adresse-là. d'accord. Donc comme quoi, Madame Tant vous hébergez à tel domicile. Oui, D'accord. c'est ça. Elle a dû faire une lettre du coup? Non, Je me c'est souviens une plus, mais oui, facture. je crois qu'elle avait fait une lettre en disant qu'on était hébergé chez elle. D'accord. Ok. Donc voilà. Donc ça c'est. Et elle accueille à chaque fois des LPX à l'arrivée de Nouvelle-Zélande. En arrivée de Nouvelle-Zélande, du coup, elle fait ça pour toutes les personnes qu'elle accueille, elle les aide dans leur démarche en début d'aventure. Voilà, donc pour ceux qui veulent aller plus loin, en bas de la vidéo, vous pourrez cliquer, on vous mettra directement les liens utiles, donc ça pourrait être éventuellement les liens vers cette annonce, des liens voilà, qui en rapport avec cette vidéo. C'est important aussi parce que de mettre des liens cliquables en bas de la vidéo. Très concrètement, donc les démarches, IRD, ensuite on ouvre sa banque en ligne, donc enfin on ouvre la banque, enfin on ouvre son compte, pardon. Pas forcément une banque en ligne, hein, c'est des banques physiques, souvent c'est Westpac, ANZ. T'es allé chez quelle banque, Tom? J'étais chez Westpac, Westpac, voilà, donc c'est clair. tout simplement parce que Oui. dans la ville où on était, c'était la seule banque présente. Alors, du coup, notre choix Bon, a été fait assez rapidement. d'accord. C'était Westpac ou Westpac, comme on dit. Ouais, c'est ça. Voilà, après, les banques, on pose 10 000, la question est posée 10 000 fois par jour. Elles sont toutes pareilles. C'est juste que l'avantage de Westpac, c'est qu'ils sont quand même bien présents en Océanie. Pas uniquement en Australie, Nouvelle-Zélande, mais aux Fidji, Tonga, si je dis pas de bêtises. C'est une banque océanienne qui marche très bien. Et en partenariat avec la BNP. Par exemple, j'avais fait le choix d'ouvrir un compte chez la BNP en 2016 lorsque je suis parti en second BPT Australie. On ne paye pas de commission avec la banque en ligne Hello Bank. Voilà, Hello Bank BNP. Voilà, c'est un petit conseil qui va vous apporter un petit plus. Ensuite, il y a quoi comme les démarches? Après, il y a la ligne téléphonique. Tu as pris quel opérateur? Euh, on était chez Spark. Spark, voilà. Spark, Oui. c'est l'opérateur national, je crois, hein. C'est ça. Oui, oui, il y en a Spark et Telstra, c'est les deux grands. Voilà. Donc Spark, voilà, comparé par les lignes téléphoniques, enfin on peut pas vous dire c'est le meilleur truc, ça évolue tout le temps. Voilà. L'avantage des Spark, si ça n'a pas changé comme quand je suis allé en 2007, c'est qu'il y a des cabines comme à la Telstra en Australie où on peut s'user en mode Wi-Fi. Donc ils Oui. ont donné une deuxième vie aux cabines. Voilà. Donc ça c'est bien pratique quand on est en van pour pouvoir pomper et télécharger des vidéos. Voilà. De façon légale bien sûr. Euh, Très concrètement, donc tu as fait ces trois semaines d'Elpix et après donc le petit oiseau a pris son envol pour une aventure et il a acheté donc le van. Donc, comment tu as acheté ton van? Donne-nous des conseils parce que là, c'est un peu chaud quand même. Alors, Déjà, il faut savoir que novembre, pour acheter un van, c'est pas la meilleure période parce que c'est les grosses arrivées et du coup, tout le monde est à la recherche de van. Mais on a quand même essayé d'en trouver un et on a réussi. Donc, on cherchait sur les groupes Facebook ou sur Backpacker Board. C'est un site internet où on peut trouver des offres d'emploi, des annonces. Et c'est Ouais, grâce à ce site-là qu'on a trouvé notre van. Donc, on a vu un seul van, on est allé le voir. C'était une Allemande qui le vendait. Elle voulait le vendre assez vite parce qu'elle rentrait en Allemagne. C'est un van qui nous correspondait. Du coup, on a dit qu'on souhaitait le prendre.
elle a passé le contrôle technique et on l'a acheté quelques jours après. Voilà. Donc, pour la Nouvelle-Zélande, il faut bien sûr prendre son temps. Je dirais qu'en Nouvelle-Zélande, c'est peut-être un peu plus compliqué le marché du van parce qu'il y a peut-être moins d'offres qu'en Australie. C'est plus des familiales qui sont transformées. On l'a souvent abordé sur cette chaîne YouTube. Euh, les vannes sont peut-être un peu plus chères. Après, est-ce que vous passez par un car dealer? Non, pas besoin. On passe en ligne, comparé, comme a dit Backpacker. C'est Backpacker. Comment ça s'appelle? Backpacker Board, c'est ça ton site? Ouais, c'est ça. Ouais, Et nous, on a mis à peu près une dizaine de jours pour trouver le van. c'est ça. Backpacker Board, c'est un site qui est connu, qui est gratuit, qui est excellent, qui est souvent recommandé par les backpackers. Donc, c'est une plateforme riche, un peu le Gumtree deuxième génération, car en fait, Gumtree n'existe plus en Nouvelle-Zélande, donc c'est remplacé par TradeMe, si je ne dis pas de bêtises. Mais Backpacker Board, on va dire, il apporte une nouvelle fraîcheur. Prenez le temps d'acheter un van. Un van, c'est comme une grosse caméra. Il ne faut pas acheter n'importe quoi, un produit qui vous correspond, un produit qui va durer dans le temps. Et c'est une allemande, c'est du solide, comme on dit. non, mais, euh, non, mais, et après, par contre, juste, Tom, rappelle-nous comment ça se passe quand tu achètes un van en Nouvelle-Zélande. Il y a des contrôles techniques, non? C'est nous, on n'est pas obligé de le faire. C'est très simple. On n'est pas obligé de refaire le contrôle technique. Là, c'est juste que le contrôle technique de la voiture arrivait à la fin. Donc, la fille l'a repassé juste avant de la vente pour qu'il soit à jour. Après, il faut penser à avoir le REGO et le WOF, c'est-à-dire enregistrer la voiture, les plaques d'immatriculation, c'est on paye au mois afin qu'on puisse circuler. Et pour l'achat, tout simplement, on se rend dans une poste et en 5 minutes, c'est fait. On fait les papiers, on signe un seul papier et le véhicule est à nous. Alors, Et, et nous, pour l'acheter, pour question de simplicité entre nous et la vendeuse, on a tout payé en liquide. bon, voilà, comme ça, c'est fait. Donc, on vous rappelle, hein, donc le changement propriétaire se passe à la poste, contrairement à l'Australie où ça se passe dans des départements de préfecture de Régo, en fait. Donc, chaque État a des noms spécifiques. Donc, c'est très simple. Et après, faites bien attention. Donc, la Régo, on paye. Donc, c'est comme une sorte de taxe, on va dire, hein. Voilà. Et après, il y a aussi le WOOF qui doit être fait tous les 6 mois si le véhicule date, je crois, après 2000, à vérifier. Mais donc, non, c'est comme ça. Donc voilà. Donc là, le roof, pareil, c'est important parce que si on vous vend un véhicule sans roof, ou le roof, pardon, le véhicule ne sera pas transférable. Ça, c'est important d'en parler. Comme en Australie, quand on n'a pas l'Arego, enfin, quand l'Arego n'est pas à jour, on peut pas. Des fois, il y a des contrôles techniques qui sont exigés, par exemple en Australie. Donc en Nouvelle-Zélande, c'est pareil. Faites bien attention par rapport à ça. Par contre, lorsqu'il y a un changement de propriétaire en Nouvelle-Zélande, il n'y a pas de contrôle technique. Donc c'est plus tous les 6 mois. Donc, voilà. Voilà, c'est important d'en parler. Donc, tu as les clés. Tu l'as payé combien ton van? On l'a payé 6100 $. 6 100 $. Donc là, on est dans les clous, hein. C'est un budget. Dollar australien, dollar Nouvelle-Zélande, c'est pareil. Donc 6 000 $. Bon, ça me semble. C'est bien. Donc, on vous mettra bien sûr en photo pour illustrer cette vidéo, bien sûr. Les photos, Tom va nous envoyer, pardon, des vidéos, enfin des photos de son van. Donc, vous allez pouvoir voir concrètement son van. C'était quelle marque? C'était une Toyota Estima. D'accord. Donc c'est plus des familiales transformées, hein, Oui, c'est comme exactement ça. dans le cas en Nouvelle-Zélande. Comme on vous le dit, il y a ça. D'ailleurs, ceux qui veulent se lancer dans un business d'importation, vous allez faire fortune. On vous le dit vraiment. C'est parce qu'il y a une pénurie de vannes. Donc c'est des familiales qui sont transformées. Bon voilà. Et 6 000 $ pour une familiale, c'est pas donné. Euh, Après voilà, c'est le marché comme ça qu'en Nouvelle-Zélande. Donc pas trop stressant de conduire comme ça, se retrouver au bord d'un van à 6 000 $ sans expérience, hein. Enfin. Ça va. Après, les premiers jours, comme tout le monde, on mettait les essuie-glaces à la place des clignotants, mais au bout de quelques jours, on s'y fait très rapidement. Ah ouais, non, ça c'est. Et, Ouais. en Nouvelle-Zélande, je trouve que les routes sont très bien indiquées. Il y a des flèches qui indiquent vraiment à chaque fois de quel côté il faut qu'on aille. Donc, je pense qu'il y a absolument aucun danger et qu'on s'adapte vraiment très vite à la conduite à gauche. Le danger, c'est plus les routes de montagne, surtout dans la partie sud où on peut passer des fois 1 heure à faire 20 km parce que c'est des routes qui sont vraiment en mode un peu comme dans les Pyrénées en France ou voilà ou dans les Alpes, hein, voilà. Ne roulez pas la nuit, on vous le répète, hein, les amis. Alors il n'y a pas d'animaux comme des kangourous, il y a aucun animal dangereux en Nouvelle-Zélande, mais évitez de rouler la nuit, voilà, c'est compliqué. Donc après les routes en Nouvelle-Zélande elles sont plutôt bien entretenues. Et est-ce que tu te rappelles, Tom, tu sais, quand les gens ils doublent, ils ont une technique. C'est bien d'en parler dans cette vidéo. Tu sais, avec le système du clignotant, non?
Non, Voilà. je sais que sur les routes, à plein d'endroits, il y a des aides pour laisser passer les personnes si on roule pas assez vite. Et du coup, Voilà. si on est en dessous de la vitesse, il faut laisser passer les véhicules qui sont derrière parce que c'est dans le code de la route, tout simplement. Alors voilà, et comme tu l'as dit, mais il y a en fait, ils ont une technique qui m'avait marqué, c'est qu'en fait, pour te dire en gros, tu peux y aller, ils mettent leur clignotant devant. Et Ah oui, oui. voilà. Donc, enfin, moi en Australie, je l'ai pas vu. Je l'ai vu nulle part ailleurs, à part dans ce pays. Et je trouve que c'est une excellente technique parce que des fois, tu as des angles morts, hein, et en fait, bah, tu peux avoir un accident si tu vois pas là. Bah, bref. Donc voilà. Donc, tu as pris la route, Christchurch. Et comment tu as orienté ton road trip? Comment tu t'es organisé? Alors déjà, c'est une chose qu'on voulait faire au début et qu'on a respecté. C'est comme on savait que notre plus grande dépense ça allait être l'essence et la nourriture. On voulait absolument pas repasser par le même chemin et du coup faire une boucle vraiment logique. Donc on a commencé à descendre sur l'île du Sud par la côte est. Donc on a commencé à descendre et là, comme on venait d'acheter un van et qu'on voulait avoir l'été pour profiter pleinement, on a commencé à chercher un travail qu'on a trouvé très rapidement et on a travaillé à Timaru dans les pommes pendant 3 semaines. D'accord. Donc, on mettra bien sûr sur la carte le lieu où Tom a bossé dans les pommes. Donc, pareil, les saisons, bah, vérifiez bien les saisons, hein. On peut trouver des calendriers. Renseignez-vous auprès des high sites, comme on dit en Nouvelle-Zélande. Allez sur le terrain. Après, en Nouvelle-Zélande, il y a tellement besoin de main-d'œuvre. Pour rappel, ils sont tellement en galère de main-d'œuvre qu'en 2018, ils ont fait appel aux touristes en disant vous pouvez venir travailler sans visa de travail. Donc, pour vous montrer qu'il y a un besoin réel de main-d'œuvre dans les fermes. Voilà. Et pour ceux qui se demandent si c'est facile de trouver du travail, nous, quand on a cherché du travail, on a postulé à environ une dizaine d'annonces et on a eu notre réponse en 24 ou 48 heures, on avait trouvé notre travail. Donc ça se D'accord. trouve très facilement quand on est à la bonne saison, au bon endroit. C'est ce que Tom confirme bien ce que disent la plupart des backpackers que j'ai, enfin 100% des backpackers que j'ai interviewés sur cette chaîne ou qui sont sur les groupes, hein. C'est des gens qui le disent. Tu vois, à un moment donné, il y a du taf en Nouvelle-Zélande, il y a moins de concurrence qu'en Australie. Ça, c'est une réalité. Si la concurrence vous fait peur, peut-être qu'il faut aller en Nouvelle-Zélande. Enfin, c'est plus chaud de trouver en Australie, mais en Nouvelle-Zélande, voilà, il y a moins de concurrence, qu'il y a moins de demandes aussi. Enfin, il y a moins de backpackers aussi, c'est sûr. Mais après, c'est un plus petit pays, mais professionnellement, il y a moins de concurrence. En tout cas, là où on vous parle, donc la vidéo est toute fraîche, hein. Tom est rentré il y a un mois, donc voilà. Donc très bien. Donc dans les pommes, c'était payé à l'heure ou au rendement? C'était du comment on dit ça? Signing et pruning, du coup c'était payé à l'heure. D'accord. Et on travaillait 6 jours sur 7. Et quand c'est des semaines où il pleuvait pas et qu'on pouvait travailler tous les jours, on faisait des semaines à bien 65 heures par semaine. D'accord. Donc, Mais souvent, la pluie nous a coupé des demi-journées parce que le temps n'était pas toujours parfait pour travailler dehors. donc le spot de picking s'appelle? J'ai Enfin, non, plus le mais nom, mais c'était à côté de Timaru. voilà, Team Euro, donc voilà, Ouais. notez-le. Après, bon, prenez votre van, hein, c'est un petit pays, Nouvelle-Zélande, hein. Pour rappel, ça fait 2 fois c'est 2 fois plus petit que la France, donc c'est pas énorme, c'est surtout tout en longueur. Voilà, on n'est pas en Australie, hein, vous n'allez pas vous perdre, hein, comme on dit. Bon, c'est pas la Calédonie, mais c'est pas non plus l'Australie. Vous voyez, c'est pas. Voilà. Donc, au bon endroit, au bon moment, paf, ça mord. Vous posez des lignes, vous notez les numéros. Moi, je faisais des fichiers Excel, par exemple, et vous n'hésitez pas à rappeler, à relancer par SMS pour montrer que vous êtes présent. Il ne suffit pas juste des fois de poser une candidature, il faut relancer une candidature, il faut relancer. Et après, c'est bon moment, bon endroit, hein, c'est vous et votre chance. Normalement, on ne passe pas non plus 3 mois à chercher, hein. Si au bout d'un mois, vous n'avez rien trouvé, c'est que soit vous êtes vraiment pas au bon endroit, soit vous cherchez vraiment très mal. c'est Voilà, il n'y a pas d'inquiétude. Donc 65 heures par semaine, tu logeais comment là-bas dans ta ferme? Alors nous, comme on voulait voyager en économie et qu'on voulait vraiment gagner de l'argent sans dépenser, par chance, on a trouvé un free camp à côté de notre lieu de travail et du coup, on est resté 3 semaines dans un free camp, tout simplement. Voilà, donc FreeCamp, hein, FreeCamp pour ceux qui ont encore du mal en anglais dans cette vidéo, on va vous le traduire mot à mot. Aire de repos gratuite. Vous voyez comment je suis bilingue. Donc, en fait, il y a des applications. Alors Tom, rappelle-nous les applications qui existent en Nouvelle-Zélande. Alors, nous, on a utilisé tout notre voyage CamperMate. Elle est totalement gratuite et pour moi, elle suffit amplement, juste cette application, pour trouver des free camps, des points d'eau pour vidanger le van et aussi tous les bons spots à visiter. C'est une application vraiment complète qui, en gros, on utilisait au quotidien qui nous a Voilà. permis de
tous les jours qui nous a permis de faire nos activités tout au long de notre road trip durant le voyage. Voilà, donc téléchargez l'application dans votre téléphone, Campermate. Elle existe en Nouvelle-Zélande. Si je dis pas de bêtises, alors je sais pas si elle existe en Australie, à vérifier, mais en tout cas, Si, elle elle, existe aussi. Oui. elle existe en Australie. Et sinon, il y a une autre, après moi, il y a une application que je préfère. Après, c'est juste un avis, parce que j'ai été formaté un peu comme ça. C'était Wikicamp Australia et Wikicamp Nouvelle-Zélande. Voilà. Donc il y a du gratuit, il y a du payant. Ça, c'est à vous de voir. Euh, Wikicamp n'est pas très cher. Après, moi, je préfère l'interface de Wikicamp, mais c'est juste une habitude, je Oui, pense. C'est comme celui qui est habitué à l'iPhone et l'autre qui passe à Samsung. Donc, mais bon, en tout cas, c'est des applications que vous devez télécharger. Alors, il y a un élément très important qu'on a oublié, Tom, c'est le fameux système de content, pardon, par rapport à est-ce qu'on peut mettre son véhicule ou pas dans l'aire de repos, parce qu'en fait, en Nouvelle-Zélande, ils sont friands de protection de l'environnement. Est-ce que ton véhicule, tu avais le label d'autonomie? Donc oui, le van qu'on avait était self-contained et je recommande à toutes les personnes qui veulent être sur des free camps de voyager en self-contained parce que dès qu'on a le logo self-contained, dès qu'il y a des contrôles, on est comment dire, on est moins les gens sont plus accueillants quand ils voient des vans self-contained arriver parce que comme on est autonome, ouais. on est accueilli plus facilement que les véhicules qui sont non self-contained. C'est ça, exactement. Donc on vous le rappelle, hein, c'est un label. Donc c'est que vous devez soit vous l'avez. Donc après alors est-ce que par contre quand on l'a, c'est valable sur une durée, je crois, C'est valable, nous, la voiture qu'elle avait quand on l'a eu, et je crois qu'il est valable 3 ans. C'est ça. Voilà, c'est ça. C'est des contrats de 3 ans. Et après, bien sûr, quand votre contrat arrive à expiration, comme un contrôle technique, vous allez dans des centres agréés. Donc il y a forcément une antenne au nord et une antenne au sud. Ça, à vous de regarder sur Google, bien sûr, et vous repassez le contrat. Donc, le self-contained, c'est l'autonomie de l'eau et de l'usure des eaux. Donc, il faut avoir un système c'est pas compliqué, hein, vraiment. On Ça, achète. pour être self-contained, il faut avoir une toilette sèche de je sais plus quelle capacité et une réserve d'eau de 25 litres avec un bidon d'eau propre et un bidon d'eau usée pour avoir la certification. Voilà, Grosso modo. voilà, donc c'est pas compliqué du tout. Faites-le, ça coûte de l'argent, mais ça va surtout vraiment vous éviter des soucis parce qu'il y a énormément de rest-area, des aires de repos, des free camps qui sont labellisés self-content. En Nouvelle-Zélande, ça ne rigole pas au niveau de la protection de l'environnement et ça va vous éviter des problèmes. Franchement, faites-le, investissez un petit peu. Et en plus, c'est un vrai plus lors de la revente du véhicule. Donc voilà. Et par contre, si vous ne l'avez pas, à vous de vous faire labelliser. Donc, il faut acheter le matériel et faites le nécessaire. C'est vraiment pas compliqué et franchement, ça va vraiment vous éviter des soucis. Donc, les pommes, bon bilan dans les pommes? Oui, parce qu'on a travaillé 3 semaines, on a presque travaillé tous les jours, sauf 1 ou 2 matinées à cause du mauvais temps, mais du coup, c'était pas mal parce que l'objectif était atteint. On a fait des grosses semaines, on n'a pas dépensé d'argent et on a rempli un peu les comptes en banque. Par contre, c'était des journées assez fatigantes et du coup, le soir, on était bien fatigué et on se couchait assez tôt. Ah bah, on n'a rien sans rien, les amis, hein. On peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, donc forcément, si vous voulez faire du pognon dans le bâtiment, dans les fermes solaires, il va falloir travailler dur. Il fait souvent très chaud. D'ailleurs, il devait faire très chaud à l'époque où tu bossais, non? Là, il faisait froid encore parce qu'on a travaillé début décembre et Ah ouais. les températures étaient encore assez froides, surtout qu'on démarrait le matin assez tôt. Ah ouais, Et d'accord. il y avait l'humidité de l'air et du coup, c'était encore bien frais. D'accord, ok. Donc Nouvelle-Zélande du Sud, hein, bien sûr, il fait caille, hein. Donc acheter un peu de matériel. Après dans la journée, il fait bon, mais la nuit peut être très fraîche. Donc investissez dans du matériel. Euh, donc tu as bossé dans les pommes. Donc on vous mettra directement en bas de la vidéo s'il y a des liens cliquables pour par exemple l'adresse de la ferme ou des adresses des agences de fruit picking. Donc n'hésitez pas à les voir en bas de la vidéo. Donc voilà. Donc tu as bossé dans les pommes. Donc tu étais payé en virement. Oui, c'est ça. Voilà, virement, contrat de travail. Ouais, contrat de travail. Et par contre, là, il faut absolument avoir un numéro de téléphone local parce que tous les matins, ils nous envoyaient par SMS les lieux où on allait travailler, et à quel endroit et combien de temps. D'accord. Donc ça, c'est une question pareille qui est très souvent posée dans les groupes Facebook ou par email, etc. Il vous faut un numéro local
dans la mesure où en fait les employeurs ne vous appelleront pas sur votre numéro français. Alors bon, c'est bien d'avoir une puce française, hein, Free par exemple, pour pouvoir appeler sa famille, qui est limitée normalement à 4 mois, ou d'autres opérateurs, mais prenez une puce locale, hein, Clark, l'opérateur, voilà, vous faites un minimum en carte prépayée pour pouvoir justement être joignable depuis les Australiens. On donne son RIB australien et après on reçoit son virement. T'étais payé à la semaine, Tom? Oui, à la semaine, tous les vendredis. Voilà, donc à l'australienne, voilà, on est payé toutes les semaines. Donc l'avantage, ça c'est bien, c'est que quand on peut en galère de thunes, et ben rapidement, on peut renflouer les caisses. On n'est pas obligé d'attendre le 31 du mois pour avoir son virement. Là, très rapidement, ça rentre très vite. Donc ça, c'est ça qui est très motivant. Voilà. Donc après, tu as continué dans les pommes. Ça t'a continué ton road trip. T'es allé vers où après? Après, on a descendu, on a continué notre descente sur l'île du Sud. Donc, on a continué à longer la côte. Après, on a fait les Milford Sound. On D'accord. a continué à voyager. Après, on est remonté par la côte ouest. Donc là, ensuite, on a fait tous les glaciers. On a fait aussi Arthur Pass. Et après, quand on est re-arrivé vers Nelson, c'est-à-dire en haut de l'île du Sud, on a décidé de rechercher du travail pour faire. À la base, on avait pour objectif de travailler 3 mois et on avait calculé que ça nous financerait nos 1 an de voyage. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça parce que la fille avec qui je voyageais s'est fait une grave entorse. Elle a dû passer IRM, radio. Et du coup, elle a eu une boîte pendant 1 mois. Du coup, on n'a pas pu travailler. Et on s'est orienté un peu plus sur de nouveaux LPX, du coup, à la place de retravailler. Voilà. Donc bon, le LPX, on ne gagne pas d'argent, mais on n'en dépense pas. Et souvent, c'est la meilleure façon d'en gagner, c'est de pas en dépenser. Donc voilà. Après, comme a dit Tom et comme je le répète souvent sur les groupes Facebook, je peux vous le dire, j'ai reçois énormément de messages tous les mois, malheureusement, de personnes qui ont des rapatriements ou des gens qui ont par exemple des l'appendicite, par exemple, c'est un truc qui peut arriver, hein. C'est entre 8 et 10 000 dollars l'opération, selon les endroits. Le fait de rentrer dans un hôpital en Nouvelle-Zélande, ça va vous coûter environ 200 ou 300 dollars, je ne sais plus exactement. Une radio, un IRM, ça peut chiffrer très vite. Donc prenez une assurance santé, les amis, s'il vous plaît. On ne se rend pas forcément compte. Honnêtement, quand on part en vacances, bon, voilà, on se dit 15 jours, ça va encore. Quand on part 1 an, c'est différent. En 1 an, il peut se passer des tas de choses, surtout en ferme. Ouais, j'en ai vu des murs et des pas murs, hein, dans les fermes, des accidents très graves. Donc, ouais, faites attention, vraiment. Même les accidents de voiture, ça peut arriver, hein, malheureusement, c'est la réalité. Donc, voilà, ne jouez pas avec le feu. Prenez une assurance santé, faites votre choix, mais en tout cas, faites-le, s'il vous plaît, les amis. Donc, tu as refait du LPX. Donc là, c'était un LPX plus léger, quoi. Tu étais plus tranquille. Tu travaillais, enfin, c'était moins physique, quoi. Là, oui, c'était surtout. Et c'était un LPX où il y avait des enfants. Donc, Audrey, avec qui je voyageais, s'occupait plus des enfants et moi, un peu de jardinage et aussi s'occuper des enfants, les sortir, jouer avec eux. C'était vraiment un super LPX aussi et c'était vraiment une très bonne expérience. D'accord. Donc voilà, vous voyez les LPX. Alors l'avantage, c'est qu'on a les avis sur le site. Bon, ça reste des avis, mais on a au moins une idée de la mission. Et si la mission se passe mal, bah, vous allez voir ailleurs. Mais voilà, il y a pas mal il y a des arnaques, hein, on n'est pas dans le monde des bisounours, ces amis, hein. Tu as des arnaques. Dans LPX, il y a des gens qui sont là vraiment pour toi presser les. Mais il y a de tout. Mais globalement, l'esprit est bon sur LPX. Voilà. Donc, bon bilan de Nouvelle-Zélande du Sud. Oui, très bon bilan. Mais avant de passer sur l'île du Nord, on a quand même réussi à retravailler un petit peu vers Motueka, côté de Nelson. C'est une très bonne région pour trouver du travail. Donc là, on a travaillé 1 semaine à 10 jours dans le picking de pommes, mais on a arrêté parce que on trouvait que c'était vraiment fatigant, parce que prendre des sacs de 25 kilos tous les jours, monter sur les échelles, descendre toute la journée, à la fin, on avait vraiment mal au dos, on était cassé de partout. Donc après, on s'est rabattu sur les vendanges. Par contre, les vendanges en Nouvelle-Zélande, on les a fait vers Nelson. Et c'est bien, mais c'est des contrats à la journée en fait. Donc du coup, là, sur 15 jours, on a travaillé qu'une semaine parce qu'ils ramassent énormément à la machine. Et du coup, peu de travail pour les vendanges à la main. À la machine. Oui, et vers Nelson, ils ramassent les raisins avec des machines dans les champs et très peu de picking à la main dans la Mhm. région où on était. Ça peut être terrible, ça, niveau qualité, je pense, hein. Ça m'étonne ce que tu me dis. D'accord.
Ouais. Ok, ok. Enfin, ouais, d'accord. Donc voilà, donc en picking, ça peut être un peu du gruyère par moment en fonction de la pluie, des fois des intersaisons entre les fruits n'ont pas sont forcément mûrs, ou on fait du size picking, ou la saison est terminée, ou ça tourne au ralenti parce parce qu'il y a peut-être trop de rétention dans les stocks. Donc voilà, le mieux c'est d'arriver en pleine saison. Euh, Nelson est connu pour le vin, en effet, tu l'as dit au nord, et Motueka, qui est un spot d'ailleurs fabuleux pour faire du saut en parachute, les amis, si vous voulez vous envoyer en l'air avec notamment la belle Tasman Track, qui est pour moi la plus belle randonnée, en tout cas, euh, que j'ai faite en Nouvelle-Zélande. Voilà. En tout cas, voilà, c'est enfin, la seule randonnée, on va dire, de plusieurs jours que j'ai faite, mais qui était fabuleuse, que je vous recommande. Donc voilà, donc la Nouvelle-Zélande du Sud, on y va pour ses treks, pour ses randos, pour ses montagnes, pour ses glaciers. Euh, voilà, pour son côté vraiment nature, son côté Seigneur des Anneaux. Par contre, on va passer maintenant à Nouvelle-Zélande du Nord. On va voir justement la différence avec l'île du Sud, qui est aussi très jolie, mais qui est différente. Alors, tu as mis ton Donc, véhicule. je vais juste Vas-y, rajouter à vas-y. ce que tu as dit sur l'île du Sud, c'est aussi, il y a plein de bons spots pour voir des phoques ou des pingouins à différents endroits. Notamment à Timaru où on travaillait, juste à côté, il y a un spot pour voir des petits pingouins qui est vraiment top. D'accord. Et du coup, après, pour conclure sur la Nouvelle-Zélande, l'île du Sud, donc en gros, nous, on est resté environ 6 mois sur l'île du Sud. On a travaillé 5 semaines et on a fait 6 semaines de LPX et tout le reste, on a voyagé sur les routes. D'accord. Donc, vous voyez, Tom a très peu travaillé et il s'en est bien sorti parce qu'il était en van. On vous le recommande, les amis, d'acheter un véhicule, une petite voiture, un break si vous êtes tout seul, ou un van, ou un 4x4. Enfin, un 4x4 en Nouvelle-Zélande n'est pas forcément le plus utile au monde, mais en tout cas, voilà. Achetez votre véhicule, vous allez énormément économiser de l'argent. C'est super rentable en fait, c'est ça. Donc voilà, Nouvelle-Zélande du Sud, donc t'as bien profité en fait finalement. Oui, Et, et c'est peut-être le lieu où j'ai fait le plus de randonnées de ma vie aussi, je pense. c'est ça, c'est on va dire que le climat s'y prête, les paysages s'y prêtent. Donc si vous aimez la nature, le randonnée, votre place est sûrement plus en Nouvelle-Zélande qu'en Australie, les amis. Euh, voilà, donc excellent bilan sur la Nouvelle-Zélande du Sud. Alors, les gens souvent préfèrent la Nouvelle-Zélande du Sud au nord. Voilà, euh, c'est ce que je pense. Après, bon, c'est chacun. On va en parler tout de suite de la Nouvelle-Zélande du Nord. Alors, comment t'es arrivé en Nouvelle-Zélande du Nord, du coup? T'as mis ton véhicule comment? Sur un bateau? Alors, on a traversé le ferry, je me souviens plus le nom de la compagnie, mais entre guillemets, on a pris la compagnie la moins chère. Ah oui. Et c'est environ 3-4 heures de traversée. Et après, on est arrivé direct à Wellington. Voilà. Donc, on met son bateau dans la ville de Picton. On le met sur le ferry. Donc, oui, il y a il y a deux, trois concurrents. Pas comme en Tasmanie où il n'y en a qu'une, tu vois, donc là c'est un peu abusé. Donc là, au moins là il y a un peu la concurrence. Il y a des codes promo que vous pouvez trouver sur les groupes aussi Facebook, donc essayez de voir un petit peu. Et après, donc la traversée est très sympa. Vous allez traverser les Marlborough Sound, qui est fabuleux, espèce de petit îlot. Voilà, c'est magnifique. Et après, vous allez arriver donc dans la ville de Wellington, qui est la capitale de la Nouvelle-Zélande du Nord, la capitale de la Nouvelle-Zélande tout court. Alors, parle-nous un petit peu de la Nouvelle-Zélande du Nord. Comment ça s'est passé? Alors, on est arrivé à Wellington. Là, on est resté 15 jours, pareil, dans un free camp. Enfin, pas dans un free camp, sur un endroit où on a le droit de dormir au bord de la marina. Et c'est peut-être la ville que j'ai préférée en Nouvelle-Zélande, Wellington, pour le centre-ville animé, son musée magnifique, Tes Papas, on y allait plusieurs jours tellement qu'il est immense, et toutes les alentours. Et en étant en Ah, Nouvelle-Zélande aussi, on en a profité pour aller voir un match de rugby au Westpac Stadium. Donc vraiment, oui, Spec Stadium, d'accord. D'accord. Et t'as oublié un truc sur le Wellington qui est fabuleux, c'est l'espèce de tram là qui monte tout en haut là. C'est fabuleux oui, ça. le Voilà. tramway qui aura là, c'est vraiment très joli. Ah, c'est du Et lourd. je vais rajouter l'avantage quand on voyage en van, c'est qu'à Wellington, la ville a mis à disposition à plusieurs endroits des douches chaudes gratuites. Donc quand on voyage en van, on apprécie vraiment Ça, ça. ça, c'est un bon conseil, les amis. Les douches chaudes. Ouais, ça c'est une bonne astuce en tout cas, une astuce en or, car souvent les douches sont froides, hein. Donc vous allez voir, donc là je vois qu'il y a sûrement des personnes qui sont un peu frileuses, mais rassurez-vous, vous allez vous y habituer et après vous aurez du mal à prendre des douches chaudes, non peut-être pas quand même. Mais voilà. Donc ça c'est un excellent conseil, en tout cas les douches chaudes.
gratuite à Wellington. Alors, comme a dit Tom, le musée Te Papa, qui est un musée fabuleux, c'est un peu le musée du Louvre de Nouvelle-Zélande. Enfin, je ne dis pas de bêtises. En tout cas, c'est un des gros trucs. On peut y passer en effet plusieurs jours, car il y a énormément de matière sur la culture maorienne notamment, sur les animaux. C'est un musée qui est gratuit. En tout cas, ça n'a pas changé. Oui, Voilà, c'est toujours gratuit. c'est à faire et à refaire. Et la particularité des transports à Wellington, c'est une espèce de bus avec des câbles. Alors, c'est très très bizarre hein, leur système, mais donc voilà. Donc excellent bilan à Wellington. C'est souvent une ville qui est très agréable, qui est élue dans les meilleures villes du monde. Hein. C'est pas par hasard. Alors, Tom, comment t'as orienté la suite de ton aventure du coup après? Alors après, on a continué, déjà sur l'île du Nord, on n'a pas travaillé. On a juste voyagé et fait du LPX. Donc on a continué notre voyage. Et là, l'objectif, avant de partir, c'est vraiment de... On a défini, entre guillemets, grosso modo, un itinéraire afin de jamais repasser par les mêmes routes pour faire des économies de carburant, du coup. Donc, mais tu pourras mettre en image notre trajet sur la map que j'ai dessinée. Je pense que ça Ah bah pourra j'attends intéresser la map, certains. il n'y a pas de problème. Et du coup, on a commencé du côté est, pour remonter Ouais, l'île du Nord. ouais, Après, on est redescendu par le centre et on est allé voir le Mont Taranaki, un des immanquables de l'île du mhm, Nord. d'accord. Donc là, on est monté presque jusqu'au sommet parce que bon, je passais les tailles, on s'était trompé de chemin et tout. Donc on a fini sous la neige, sous des plaques de glace et tout. Donc c'était assez dangereux, mais une belle expérience. Et ensuite, on a repiqué un peu vers le centre, vers Topo et Rotorua. Et là, c'est les sources d'eau chaude et c'est vraiment. Moi, j'ai adoré. Donc c'est pour ça que j'ai autant aimé l'île du Nord que l'île du Sud, moi, parce que c'est des choses que j'avais jamais vues de ma vie. Et les sources d'eau chaude, même s'il y a des endroits, ça sent le soufre, ça pue le soufre même. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, je trouve. Ouais. C'est vrai que la Nouvelle-Zélande du Nord, pour rebondir à ce que tu as dit, c'est intéressant, c'est que elle est peut-être moins spectaculaire en termes de, tu vois, d'espace, même s'il y a il y a des joyaux, mais c'est atypique. Comme tu l'as dit, les sources thermales, il y a des plages qui sont fabuleuses, le mont Taranaki, on peut parler, enfin, il y a énormément de spots qui sont fabuleux. Il y a le fameux endroit qui fait, je sais plus, 90 lettres. Enfin, tu vois, il y a des trucs un peu Oui, je improbables. suis aussi, aussi allé voir ce panneau-là. Voilà, Ça demande beaucoup de route pour y aller, mais c'était un truc que je voulais faire et je regrette pas de l'avoir fait. c'est ça. Donc il y a des endroits qui sont, voilà, qui sont très beaux. Bay of Island notamment au nord, un peu les Whitsunday du nord. Enfin, il y a aussi les Hobbits. Donc c'est un truc des C'est Hobbits. ça, donc l'immanquable de l'île du Nord, je pense que tous les gens font, c'est Village des Hobbits. Donc c'est un peu cher, mais étant fan du Seigneur des Anneaux, j'ai adoré. Et la fille avec qui je voyageais n'était absolument pas fan, mais elle a quand même adoré cette expérience. Donc que vous soyez fan ou pas fan, je pense que c'est un des immanquables à faire en Nouvelle-Zélande. C'est ça. Et pour moi, il y a un endroit qui est absolument, pour moi, je le mets dans mon numéro un sans réfléchir, mais je pourrais, voilà, je réfléchis même pas, c'est le Tongariro Alpine Crossing, hein, qui est situé vraiment en plein centre de la Nouvelle-Zélande du Nord. C'est pour moi la plus belle chose que j'ai vue en Nouvelle-Zélande du Nord. Après, ça reste que subjectif, mais franchement, les mecs, ça sort du lot, hein, on vous le dit. Hein. Et pour rebondir sur la rando que tu viens de dire, c'est selon les saisons où on l'a fait, ça peut être complètement différent. Parce que par exemple, moi, celle-là, je l'ai faite et du coup, c'était tout sous la neige. Du coup, on voyait pas la couleur émeraude des lacs, mais c'est quand même ouf parce que c'était une super rando sous la neige. Il y en avait qui avaient sorti les crampons. C'était vraiment top. Mais par contre, à faire par beau temps parce que sinon, on n'y voit absolument rien. Ouais, c'est vrai que, ouais, d'accord, c'est intéressant. Ouais, dans cette partie-là, il caille. J'ai même vu des stations de ski dans la Nouvelle-Zélande du Nord. On n'y pense pas forcément. Mais ouais, c'est le Tongariro Alpine Crossing, c'est du très très lourd au niveau des trois lacs là. Enfin bref, il y a la rando de journée quoi, enfin qui dure quatre Oui, cinq c'est heures. ça. On part d'un point A et on va à un point B. Ça fait 19 km, donc ça prend la journée. Hmm. Donc après, la solution, c'est soit on prend des navettes pour entrer, mais c'est des navettes qui coûtent assez cher pour peu de distance. Donc nous, on avait choisi de poser la voiture au point d'arrivée, Ouais. notre van au point d'arrivée, et on a décidé d'aller au point de départ en stop. Et en posant notre voiture, on a directement rencontré quelqu'un sur le parking qu'on allait ensemble au point de départ et qu'au final, on a fait toute la rando tous ensemble. Et du coup, ça nous a évité de payer la navette. On a rencontré des personnes. Et du coup, c'était une super journée.
Voilà, et ce qu'a mentionné Tom, c'est intéressant, c'est que le stop en Nouvelle-Zélande marche absolument bien. Je vous invite à aller voir la vidéo de Manon, que je mettrai en bas de la vidéo, qui a fait son aventure en stop. Ça marche extrêmement bien. Les gens s'arrêtent. Euh, enfin voilà, à vous tester. J'ai testé, ça marche. Donc voilà. Euh, ok, donc Tom, donc la Nouvelle-Zélande du Nord, tu as bossé un petit Je peu veux là-bas? juste Vas-y, vas-y. rajouter un petit point tant qu'on est vers Rotorua pour ceux qui aiment le rafting. Pour moi, il y a un spot de rafting vraiment ouf où on passe une cascade de 7 mètres en bateau et j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Donc, si vous aimez ça, n'hésitez pas à le faire à cet endroit-là. Même en hiver, je l'ai fait en hiver. Moi, l'eau était pas chaude, mais ça reste vraiment une expérience que j'oublierai jamais. C'était où, Tom, comme c'est le spot? Juste à côté de Rotorua, D'accord. Donc à 10 km de la ville. voilà, vous tapez rafting Rotorua comme mot-clé sur Google, vous allez tomber sur des agences. Par contre, faut Mm. pas tomber dans l'eau en hiver. C'est un peu frais. Bah, on est bien protégé, ça va. Il y a aussi un spot fabuleux, les amis, au nord, qu'on a oublié de parler, alors, c'est à Gisborne, on avait le plus grand toboggan naturel au monde. Bon, qui est assez dangereux, je ne l'ai pas vu, mais voilà, en tout cas, faites votre recherche. Vous allez tomber sur cet endroit qui a l'air absolument étonnant. Ouais, après, il y a des cascades, il y a plein d'endroits en Nouvelle-Zélande, notamment les Coromandel pour ces plages qui est fabuleux, notamment avec Nusham Beach, voilà, vous allez pouvoir explorer. Enfin, voilà. Nouvelle-Zélande du Nord, t'as bossé un peu, Tom? Alors, sur la Nouvelle-Zélande du Nord, j'ai absolument pas travaillé. J'ai travaillé uniquement 5 semaines sur l'île du Sud et sur l'île du Nord que du voyage et du hot D'accord. Donc, ok, donc t'as été, voilà, vous voyez, il n'y a pas besoin de se tuer à la tâche pour profiter et voir aussi beaucoup de terrain. Euh, je pense que ça serait dommage aussi de passer à côté de son aventure quand des fois on veut trop travailler. Il faut donner aussi un sens à son voyage. Voilà, essayer de trouver un équilibre. Euh, Parle-nous un petit peu du coût de la vie en Nouvelle-Zélande. Est-ce que c'est vraiment si cher? C'est... J'ai du mal à comparer parce qu'en France, je faisais pas spécialement vraiment attention, mais je pense que c'est à peu près similaire à la France. Le truc que j'ai remarqué, c'est souvent, par exemple, quand on veut acheter de la viande, c'est souvent par grande quantité. Donc, on est obligé d'acheter des gros packs et à l'unité, ils ont tendance à moins vendre. D'accord. Donc il n'y a rien qui t'a choqué au niveau de la nourriture, l'essence, tout ça, pour toi, c'est similaire à la France. Bah après, il y a des produits qui sont ultra chers, mais du coup, on s'adapte et on mange pas. Moi, ce qui a été difficile pour moi, c'est qu'il n'y a absolument pas de pain en Nouvelle-Zélande. Donc, c'est difficile parce que j'en mangeais pas mal. Et par exemple, il faut faire des concessions. Par exemple, le fromage reste très cher. Mais du coup, on en mange moins. Voilà. Mais si on mange des produits, entre guillemets, que les Néo-Zélandais mangent, on arrive à s'en sortir avec des tarifs raisonnables. Et t'es allé faire tes courses où, du coup, concrètement? Dans dès qu'on pouvait, dans des pack and save ou dans des Woolworths. Mais un conseil qu'il faut donner aussi, c'est par exemple, quand on a un pack and save, si on peut faire un peu de stock, on fait un peu de stock. Parce que quand on est en road trip sur les routes, il y a des régions où on passe où il n'y a pas de supermarché. Et du coup, si on s'arrête dans des mini supérettes, là, on va se ruiner parce qu'on va payer le panier, le prix d'un ou deux caddies. Donc, il faut surtout prévoir en fonction de comment on se déplace, faire un peu de stock quand on est dans les grandes villes et quand on est dans un endroit un peu plus perdu où il y a que des petites épiceries, manger ce qu'on a en stock pour pas se ruiner en achetant genre un paquet de pain de mie à 6 euros, quoi. D'accord. Donc ça, c'est Pack and Save, c'est une sorte de Lidl. En fait, c'est des grandes surfaces qui sont Mm. pas forcément, le merchandising n'est pas travaillé, mais on s'en balance. Et Woolies, c'est Woolworth, alors c'est Countdown, précisément en Nouvelle-Zélande. Et c'est Ah des oui, c'est supermarchés ça. qui sont un peu plus haut de gamme, des produits un peu plus. Je dirais que les deux sont complémentaires. Vous voyez, euh, comme on pourrait faire le lien entre Lidl et Auchan en France ou Auchan et Carrefour, enfin Lidl ou ED l'épicier à l'époque, toi. Voilà. Mais bon, après ce qui va être cher en Nouvelle-Zélande, ça va être tout ce qui est éventuellement fruits et légumes, parce qu'ils importent, ils importent aussi un petit peu. Voilà, donc il y a des trucs qui peuvent être très chers. L'essence est chère, surtout en Nouvelle-Zélande du Sud. Euh, L'essence, c'est à peu près le même prix qu'en France, mais c'est sûr que par rapport à l'Australie, c'est beaucoup plus cher. ouais, voilà, c'est ça. C'est que là, on voit le prix du gasoil en France, vraiment, c'est très cher. C'est ça, c'est exactement Mais oui, par rapport à l'Australie, l'essence vaut rien en Australie, enfin, surtout dans les grandes villes, un peu plus cher dans les terres. Donc toi, tu roulais à l'essence, c'était de l'essence, pas du Oui, diesel? essence. Essence, d'accord. Parce que si on a une voiture diesel en Nouvelle-Zélande, on va payer moins cher à la pompe, mais il faut qu'on déclare les kilomètres qu'on roule et qu'on paye des taxes à l'État. Ah, Et d'accord. 90% des voitures seront à l'essence. D'accord, bah, ça je ne savais pas. Toi, tu m'apprends
J'apprends un truc là, d'accord, donc il faut déclarer, peut-être que Oui, c'est considéré comme un polluant, du coup, ils vous mettent une taxe pour vous dire. c'est. Mais en fait, quand c'est l'essence, les taxes sont directement compris dans le prix à la pompe. Et qu'on achète du gasoil, il est moins cher que l'essence parce que les taxes ne sont pas comprises. Et du coup, c'est les gens qui roulent peu, qui prennent du gasoil et du coup qui payent au kilomètre qui roulent. D'accord, ok, donc là c'est voilà, et après il y a sûrement des voitures au gaz aussi en Nouvelle-Zélande, à vous de vérifier aussi là-dessus. Aucune Euh, idée. voilà. Donc bon bah pour tester bien sûr de comparer. Donc tu te rappelles combien tu as fait de kilomètres en Nouvelle-Zélande du coup sur ton bilan? 25 000. Ah oui, 25 000 Oui, kilomètres en Nouvelle-Zélande. oui, on a vraiment, Ah vraiment ouais, bien salomé et fait c'est toute la impressionnant. Nouvelle-Zélande. Ouais. Ah oui, c'est impressionnant parce que bon, Et sans repasser une seule fois par la même route. non là c'est très fort. C'est ok, 25 000 kilomètres, c'est impressionnant pour un petit pays comme ça, hein. On vous le rappelle, c'est 2 fois plus petit que la France ou 30 fois plus petit que l'Australie. Et Tom a réussi à faire comme 24, 15 millions, 25 000, 25 000 bornes sans en passer au même endroit. Donc là, on a envie d'en savoir plus sur ton itinéraire qu'on mettra bien sûr en affichage en temps réel dans la vidéo lors du montage vidéo. Est-ce que tu as rencontré des trucs, euh, comment dire, des situations que tu aurais voulu éviter, par exemple, comme des arnaques ou des pièges, tu vois? Alors, nous, on n'a eu aucune arnaque, on n'a eu aucun problème avec notre voiture. On a juste fait l'entretien régulier, c'est à savoir changer les plaquettes de frein et de vidange, Oui, bon, parce ça, que c'est tous les 10 000 km. Et après, on a eu un problème sur la route, une crevaison, où on n'avait pas de cric, donc on a un peu galéré, mais on s'en est bien sorti. ouais. Et le seul, entre guillemets, petite difficulté qu'on a eue, c'est que, c'est pas une difficulté, mais c'est qu'il y a un travail où on est passé. Il Mm. fallait qu'on contrôle tout le temps notre feuille de paie parce ils avaient tendance à oublier des heures. Et du coup, ils payaient un peu en retard, mais au final, on a été payé toutes nos heures et D'accord, c'est juste qu'on a été payé un peu en décalé pour un travail qu'on a effectué. d'accord. En Nouvelle-Zélande, ça reste un pays quand même très sauvage, surtout dans la partie sud où on peut rapidement se retrouver seul au monde. Donc, on vous conseille d'acheter un minimum de matériel pour vous dépanner, comme par exemple un système pour démarrer votre batterie en autonomie ou ouais, un système de cric. Bon, s'il encore, ça va changer un peu, enfin changer la roue. Voilà, des petits, vérifiez bien vos niveaux, c'est un truc tout con, mais qui peut arriver. Au niveau du liquide de refroidissement, mettez bien du liquide de refroidissement parce que sinon ça peut péter en Nouvelle-Zélande. Il y a beaucoup de problèmes là-dessus parce que bah, vu qu'il caille, hein, il peut faire -15. Euh, voilà, et achetez bien des produits de qualité. Euh, donc, ok, donc excellent bilan, t'as pas forcément rencontré de problème en particulier, enfin des petits aléas du road trip. Non, pas de. Aucun problème, nous, tout s'est très bien déroulé. Et et du coup, ton aventure, elle est quand même assez étonnante parce que tu rencontres quelqu'un sur Internet que tu connais pas physiquement et finalement, tu arrives à faire toute l'aventure avec. C'est comme une performance. Oui, c'est une chance sur deux, soit ça se passe pas bien, soit ça se passe mal. Oui, Donc, on est arrivé au début, on a eu 3 semaines d'Elpix, donc du coup, on a pu apprendre à se connaître. Après, on a acheté la voiture ensemble et on est parti ensemble. Et cette fille est juste partie un mois avant moi, parce qu'elle voulait rentrer en France pour son anniversaire. Et du coup, moi, j'avais prévu d'aller en Australie, mais je voulais pas quitter la Nouvelle-Zélande fin août. Parce qu'en fait, fin août, il est encore impossible de revendre un van, parce que c'est pas les arrivées, à c'est part brader creux. les prix C'est ou creux. revendre à des garages. Ouais, c'est Ouais, exactement ça. Donc, du coup, j'ai attendu mi-septembre afin qu'il y ait des arrivées et que je puisse revendre le van, entre guillemets, facilement. c'est ça. Si vous regardez cette vidéo, voilà, c'est ça. C'est l'activité. Je pense que c'est un peu comme en Australie, c'est-à-dire que de janvier à, à septembre, ça ne fait que descendre, même s'il y a toujours des départs tous les ans. Et entre septembre et, on va dire qu'entre septembre et mars, septembre et janvier, ça fait qu'il y a un pic de départ en Nouvelle-Zélande, en Australie. Et après, ça continue un peu à descendre jusqu'en mars, ça descend un petit peu. Et après, de mars jusqu'à septembre, c'est la saison basse des départs. Donc, il y a des départs tous les jours, hein. Environ une centaine de départs par jour en Océanie. Mais disons que c'est un peu plus calme. Voilà. Donc, C'est ça, pensez à être. la Vas-y. majorité des gens essayent d'éviter l'hiver en Nouvelle-Zélande. Du coup, ils arrivent octobre, novembre et ils repartent mai, Ah juin ouais. souvent. Et juin, juillet, août, c'est vraiment le. Ah Mais ouais, on croise plus grand monde en backpacker, quoi. c'est ça. Donc, Quelques-uns, mais moins. c'est ça, on vous le garantit, hein. Moi, je le vois au niveau de mes statistiques. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, ça va encore. Après, ça se calme à partir de février parce que forcément, les gens profitent de l'été en France. Ils attendent aussi les résultats des examens. Il y a aussi ça, hein, en partie.
Et après, bon, on arrive en Océanie. Ça peut être stratégique justement du coup d'arriver en hiver en Nouvelle-Zélande parce qu'il y a énormément de travail dans les stations de ski par exemple. À partir de juin, vous vous placez dans les stations de ski. Il y a énormément de taf en station. Ça rigole pas. Hein. Vers Queenstown, tout ça, il y a du taf. Hein. Donc, Après, j'ai entendu dire que c'était quand même assez difficile de le trouver parce qu'il y avait des demandes de locaux et d'Australiens qui venaient pour travailler aussi. Mais l'avantage d'arriver vers mai-juin, c'est que si tu arrives à cette période-là, ton van, tu vas l'acheter vraiment pas cher parce que tu vas dire je cherche un van et il y a 15 personnes qui vont te contacter, qui vont te dire j'ai un van à vendre. ouais, c'est ça. Donc, C'est que du coup, le vendeur n'est pas en force de négociation. non, là c'est l'acheteur plutôt du coup à cette période. Voilà, vous allez pouvoir négocier. Vous allez pouvoir bien négocier, se trouver quelqu'un de bien pressé en plus. Comme ça, vous le bradez à mort, quoi. Donc toi, tu l'as. Et comment t'as revendu ton van du coup? Comment ça s'est passé? Enfin, Moi, sur un groupe Facebook. voilà, donc tu l'as mis sur Facebook et ça a été rapide? J'ai mis l'annonce le 15 août. Au début, tous les gens qui me contactaient me disaient qu'ils arrivaient en octobre. Donc, c'était Ouais, trop tard pour moi. Et du coup, jusqu'au 15 septembre, j'avais personne. Et à partir du 15 septembre, j'ai eu des gens qui me contactaient tous les jours pour venir visiter. Mais avant, absolument aucun contact. c'est ça. C'est souvent comme ça en Océanie. Hein. C'est une sorte de timing. Hein. Et ça, si vous n'êtes pas au bon endroit et au bon moment, vous n'allez pas pouvoir le vendre. Toi, tu l'as revendu donc à Auckland, c'est ça? C'est ça. D'accord. Donc Auckland. Donc, à la fin de mon voyage, je voulais justement rester vers Auckland pour réussir à le vendre facilement parce que je savais que c'était une des grandes villes où plein de gens arrivaient. Ouais, Donc, je souhaitais rester là. Et du coup, j'attendais juste de vendre le van parce que j'avais fini mon tour de Nouvelle-Zélande. Donc, j'avais voulu chercher du travail, mais le seul problème, c'est qu'à Auckland, comme tu l'as dit plein de fois, j'ai pas réussi à en trouver parce que le marché est assez saturé parce qu'il y a plein de monde et il n'y a que du travail dans les cafés, les restos, il n'y a pas forcément de ferme. Donc, j'ai fait du LPX. Mais du coup, si vous cherchez vraiment du travail, il ne faut pas rester à Auckland. Et juste quand on bouge à 2 heures de la ville, par exemple à Tepuk, je ne sais pas trop comment on ouais, dit, ouais, là-bas, ouais. direct, on trouvera du travail dans les kiwis facilement, alors que sur Auckland, ça sera plus difficile. Ouais, t'es Pouquet, ouais, qui a un spot Voilà, Tepuk. qui a un spot dans les cherry, hein, c'est un gros spot de picking. Donc voilà, Auckland c'est une grande ville, mais peut-être comme un peu comme Sydney, c'est un peu le Sydney, toi. Faut être à l'aise, il y a plus de concurrence. Et n'hésitez pas à prendre un véhicule. Euh, Et, ouais, vas-y. et Auckland, pour la vie en van, c'est absolument pas fait parce qu'il n'y a pas de free camp, on ne peut pas dormir gratuitement. Donc en gros, quand on reste sur Auckland, on est obligé de dépenser beaucoup plus d'argent que quand on est ailleurs. C'est la contrainte des grandes villes. Donc Wellington est un bon compromis pour vivre en van apparemment, enfin au moins pour vous Oui, épaner. Wellington, j'ai adoré. Et les vannes sont bien accueillis parce qu'on peut dormir à des endroits gratuitement, il y a des douches chaudes et tout. Tandis qu'à Auckland, pour moi, on n'était absolument pas bien accueillis. C'est la galère. Tous les parkings sont payants. Même quand on veut visiter la ville en journée, il faut payer partout. Donc c'est une ville où on dépense beaucoup plus d'argent que si on était ailleurs. C'est ça. Par contre, Pour moi, du coup, pour l'achat du ça vaut van, le coup, ça vaut ouais, le coup de passer à Auckland pour visiter. Mais 2-3 jours, et une fois que tu as fini de visiter la ville, je conseille de partir pour aller ailleurs, à moins d'avoir ouais, trouvé un travail. c'est ça. Auckland, en fait, c'est une belle ville, mais j'ai rien trouvé de spécial. En fait, enfin, comment dire, ouais, il y a des bons spots, hein, mais c'est la grosse ville, quoi. C'est bruyant, je sais pas, ça m'a pas fait rêver, en fait. Autant Wellington, comme tu l'as dit, ça envoie du lourd entre la montagne, la baie, voilà, le Botanic Garden qui est au sommet, c'est la cerise sur le Mm. gâteau. Auckland, j'ai pas trouvé, il y a rien en fait. Enfin, après voilà, il y a rien de spécial Oui. en fait. C'est une ville en fait. Après, c'est pas non plus. L'arrivée à Auckland par contre est très belle. Enfin, je suis arrivé en avion, c'est vrai que l'eau est bien bleue et tout, mais sinon ouais, c'est trop grand en fait, trop compliqué. Voilà. Donc ok, bon bah le bilan est bon. Mais en tout cas, merci Tom pour ce témoignage backpacker qui a été très complet. Je vous mettrai directement toutes les infos utiles de Tom. Par exemple, si vous souhaitez le contacter, aller plus loin, je pourrais vous mettre son Instagram, tous ses contacts. Enfin voilà, tous les sites utiles qui vont pouvoir apporter une valeur ajoutée. Est-ce que Tom, t'aurais un truc à rajouter pour terminer à rajouter dans cette vidéo que tu as oublié? Non, là, je pense avoir tout dit. Juste pour faire un résumé de rapide. Donc, du coup, je suis resté 11 mois en Nouvelle-Zélande. J'ai fait 5 semaines de travail, 13 semaines de LPX et tout le reste en voyageant sur les routes.
Et le tout, en un an, j'ai dépensé que $50 en logement dans, entre guillemets, des régions où on est obligé de prendre des campings. Donc, c'était pour dire aux gens qui n'avaient pas forcément de budget qu'ils peuvent partir voyager, parce que même avec un faible budget, comme je l'ai fait, on peut voyager pendant un an en Nouvelle-Zélande. Donc, tout est faisable si on a le courage d'y aller et la motivation de faire cette aventure. Voilà, donc $50 seulement de logement. Juste pour conclure, ton véhicule, tu l'as revendu au prix que tu l'avais acheté? J'ai revendu un peu moins cher, mais c'est parce que c'est l'usure du véhicule, mais je l'ai revendu quasiment au même prix et du coup, on a presque rien perdu sur l'argent du véhicule. Vous voyez, donc c'est fabuleux, hein. Après, ça se goupille. On préfère quand même, attention, on préfère vous prévenir, hein, ça se goupille pas forcément toujours comme ça. J'en ai fait les frais notamment lors de ma deuxième année où j'ai la boîte de vitesse qui a lâché. Euh, voilà, c'est Oui, il faut aussi, prévoir des. c'est une partie de chance. Aussi, la mécanique, c'est quelque chose, c'est comme la météo. Vous voyez ce qui se passe actuellement en Australie, c'est pas prévisible. Donc, il faut bien sûr faire attention des contrôles techniques, mais on n'est pas à l'abri que le véhicule lâche. Attention. Exactement. Donc, du coup, ce que je conseille, parce que j'ai croisé des amis pareil qui ont eu des problèmes avec leur voiture, c'est de prévoir et d'avoir, entre guillemets, se dire dans sa tête que potentiellement, on pourrait dépenser 1 000 € de réparation. Par exemple, une boîte de vitesse ou des grosses réparations, c'est souvent vers les 500 000 €. Moi, j'ai Euh, eu de la chance, on n'a eu aucun problème. C'était 2000. Mais Ma boîte a coûté 2000. ah, encore Ouais. plus cher alors. C'est une Mais boîte oui, de j'ai eu de la vitesse chance de ne pas avoir de problème. automatique. Et Donc, ouais, quand top. on a des problèmes, c'est sûr, ça coûte un peu plus. Mais même si on a des problèmes, parce que moi, j'ai pas eu de problème, du coup, j'ai pas trop dépensé. Et par exemple, si j'avais eu un problème avec mon véhicule, j'aurais juste travaillé 2 mois de plus. Ça m'aurait quand même fait 9 mois de pur voyage. Et j'aurais quand même pu payer les réparations avec l'argent que j'aurais gagné sur place. Donc, même si on a des problèmes, je pense qu'en travaillant un peu plus sur place, on arrive à s'en sortir, même si on n'a pas des grandes économies au départ. Oui, à part cas extrême, comme ça a pu arriver pour certains backpackers, où le véhicule, en fait, il rend l'âme, ou tout simplement, il y a un accident grave. Je me souviens d'un backpacker, je rentre à Bali, en fait, bah, il a perdu le contrôle sur l'île de Bruny Island en Tasmanie. Bon, bah, le véhicule est parti directement à la casse. Voilà, c'est des choses qui peuvent arriver malheureusement. Après, dans la plupart des cas, on vous rassure, ça se produit pas comme ça. Après, il y aura bien sûr de l'usure à produire. Mettez de l'argent de côté. Partez avec de l'argent de côté, tout simplement. On vous dit de partir en Nouvelle-Zélande. Alors, je crois que c'est 5000, c'est pareil qu'en Australie, peut-être c'est 5000. C'est ça. 5000, ça fait quoi? 3000 balles? 3000 balles. Alors, je dis pas que c'est une petite somme, 3000 €. Mais c'est pas non plus, vous voyez, on vous Mm. demande pas de mettre 15 000 € de côté. Donc, 3000 balles en travaillant en été comme un dingue ou en travaillant un petit peu le soir en Uber Eats, vous pouvez les faire, les mecs. Donc, mettez de côté. Et comme a dit Tom, il faut aussi prévoir, par exemple, si vous avez un souci de santé, souvent on doit avancer les frais. Donc, par rapport au remboursement, etc., au niveau de la mécanique, une batterie qui lâche, des pneus, un pare-brise, tu vois, ça peut arriver, hein. Juste pour terminer, au niveau de ton véhicule, est-ce que tu avais une assurance véhicule? Oui, c'est ce que je voulais rajouter quand tu as fini. Du coup, on n'a pas voulu voyager sans assurance. On a pris l'assurance AA, qui est l'assurance que tous les locaux prennent. Donc, au début, on était assuré à 100% les 3 premiers mois. Mais du coup, ça nous coûtait ultra cher. Et quand on a lu le contrat, au final, on s'est rendu compte que ça ne nous servait pas forcément. Donc, après, on est passé au tiers. Et là, c'était un tarif beaucoup plus raisonnable parce qu'au tiers, on payait que $16 le mois, ce qui fait à peu près 8 €. Et on était quand même assuré en cas d'accident pour couvrir les dommages qu'on pouvait faire aux autres véhicules. Donc, je conseille de voyager avec une assurance parce que c'est pas spécialement trop onéreux et ça peut nous sauver la vie en cas de problème. D'accord. Alors, juste pour être plus concret, tu payais combien en tout risque avec la AA? En touriste, je crois qu'on était à $80 le mois. C'est pas choquant, hein. C'est non, c'est genre ça fait ouais vers les 40 €. C'est raisonnable, mais après on s'est rendu compte que par exemple qu'on a pris un impact sur le pare-brise, que notre assurance ne couvrait pas ça en tout risque, donc on était un peu déçus. Ah ouais, d'accord, ok. C'était une fausse tout Et, risque, ouais, c'est une sorte de, ouais, d'accord, de et tiers du coup ça plus. protège contre le genre si on fait si on a un accident tout seul, on a notre voiture qui est couverte, on est protégé aussi contre le vol, tandis que celle au tiers, ce qui est couvert, c'est que la voiture dans laquelle par exemple on rentrerait et pas la nôtre. Oui, Donc exactement. Ça, c'est le c'est un principe. choix. C'est ça. Ouais. Euh, Après, en fait, assurez votre véhicule en tout risque si vous pouvez, parce que c'est pas toujours le cas, hein. Si vous pouvez le faire, si le véhicule a une valeur, voilà, un véhicule Oui. récent, tu vois. Là, souvent les véhicules comme ça, les vannes ou les voitures, elles sont des véhicules qui ont au moins 15 ou 20 ans, qui sont des fois plus âgés que nous, quoi. Donc, tu vois que le véhicule, voilà, il a 30 ans, bon, ok. Donc, si c'est un van Mais ouais, vas-y.
c'est sûr que c'est beaucoup plus prudent de rouler en touriste, on se sent plus serein parce qu'on sait que on est couvert pour que soient les choses qui nous arrivent, mais c'est quand même un budget non négligeable parce qu'à l'année, ça fait quand même vers les 900 $. Donc, contrairement aux 160 si on prend au tiers. Donc, au bout de 3 mois, on a décidé de changer. Et On t'as a eu de pas, la chance, on n'a pas eu besoin de s'en servir. et en complémentarité, t'as pas pris la road assistance? Non, ça, par contre, c'est un truc que je ne savais pas, mais qui est très bien à prendre. C'est on paye 90 $ ou 90 € pour 6 mois. Et si on nous arrive un Ah problème, ouais, on est dépanné c'est ça. gratuitement. Donc ça, c'est vraiment un truc à prendre que si j'avais su avant que ça existait, je l'aurais pris, je pense. C'est ça, c'est bien pratique. Alors, renseignez-vous pareil. J'ai pas de nom à vous donner sur la Nouvelle-Zélande. Ça, c'est pareil, je l'ai utilisé notamment en Australie et ça, c'est vraiment pratique. Notamment quand ma boîte a lâché en Tasmanie. Bah, t'es content, en fait, t'as un simple numéro à appeler, hein, comme en France. Ouais, bonjour, j'ai éclaté un pneu ou nan. Bah, les mecs, ils arrivent. Alors, ça a ses limites, la route d'assistance. Ça ne couvre pas forcément toujours partout. Alors, en Nouvelle-Zélande est un petit pays, donc c'est peut-être plus facile qu'en Australie, mais ça peut être bien pratique, c'est pas énormément cher, et au moins si le véhicule est en panne, le camion il arrive, il vous le met sur la remorque et il vous emmène au moins au garage qui sont agréés avec la route d'assistance. Ça vous évite d'appeler une dépanneuse parce que si vous appelez une simple dépanneuse, vous allez vous faire démolir. Donc prenez la route d'assistance et bien sûr et regardez bien si ça couvre tout. Peut-être que c'est à certaines limites. Si vous allez vers les Marlborough Sound au nord ou vous allez par exemple à l'extrême sud de la Nouvelle-Zélande, à mon avis, je pense que ça va pas marcher. Alors ça c'est à vous de Et voir. Vas-y. ce qu'il faut faire attention dans les contrats d'assurance, c'est que souvent les gravel roads ne sont pas pris en charge. Et il y en a D'accord. quand même pas mal en Nouvelle-Zélande et on roule pas mal dessus. Donc, il faut vraiment faire attention à ça quand on prend des contrats. Ouais, les gravels, c'est des routes on peut rapidement s'enliser en fait, tout simplement. C'est des pistes en fait, donc on vous mettra bien sûr des photos, mais faites attention. Ouais, d'accord, les gravels, c'est intéressant. Ok, donc bon, sur pareil, les assurances, quand il y a un problème, elles sont pas toujours là, hein, on paye des assurances et des fois on se demande pourquoi on paye quoi des fois. Mais bon, c'est comme ça. Ouais. Bah écoutez, en tout cas, excellent bilan de Tom. Il a très peu travaillé, il a en profité, il a roulé, il a fait du road trip, il a passé une super année. On n'est pas dans le monde business, on est dans la réalité de son expérience. Après, prenez cette vidéo avec des pincettes. Si vous êtes allé au bout de cette vidéo, faut prendre du recul. Chaque expérience sera différente. Il y a plein de choses qu'on peut pas prévoir, comme des pannes mécaniques, comme des problèmes de travail, des arnaques, des mauvaises rencontres, une erreur de casting aussi. Lorsque vous avez prenez le temps de choisir votre partenaire de road trip parce que c'est quelque chose de lourd, vraiment. Parce que vivre 24 sur 24 avec une personne qu'on ne connaît pas en plus, c'est waouh, le challenge est assez chaud quoi. On s'en rend pas compte. Mais voilà, on n'est pas, vous voyez pas votre pote pendant 1 heure et vous allez au cinéma. Non, là, vous allez vivre 24 sur 24 avec la personne. C'est quelque Et chose de, ouais. je voudrais ajouter que ce soit une personne qu'on connaisse pas ou même une personne qu'on connaît. Je connais des gens qui sont partis entre Ouais, amis. ça veut Et rien être dire. H24 avec des gens, Ah non, ça, on peut pas imaginer avant de le faire, vraiment. c'est ça, c'est qu'en fait, il y a un énorme gap entre, ça peut être votre meilleur ami, votre copine depuis 10 ans, voilà, votre frère, on sait rien. Quand vivre 1 an dans un van ou, enfin, vivre dans une période, on s'en fout d'1 an, mais dans une période conséquente dans un véhicule qui fait quelques mètres carrés, ou même si c'est un camping-car, au final, ça reste la même complication. C'est délicat. Voilà, c'est le mot approprié. Donc c'est souvent une rupture, mais en même temps, s'il y a des ruptures, posez-vous la question, c'est que ça devait arriver. Je dirais que pour choisir son bon partenaire de road trip, il faut trouver une personne qui est complémentaire avec votre caractère et complémentaire. Par exemple, deux personnes qui sont nerveux, ça marchera pas.